Imaginez Alexandrie, une ville où chaque pierre cache un secret. Sous ces rues modernes, dans les profondeurs encore inexplorées, un mystère vieux de plus de 2 millénaires sommeille toujours. Où repose le corps d'Alexandre le Grand? Alexandre, le conquérant qui à 32 ans avait façonné l'un des plus vastes empires de l'histoire, meurt en 323 avant Jésus-Christ. À Babylone, selon les récits, son corps ne montra aucun signe de décomposition pendant plusieurs jours, ce qui renforça l'idée qu'il était d'origine divine. Mais c'est après sa mort que l'énigme commence. Transporté en Égypte par Ptolémée, son général devenu pharaon, le corps aurait été déposé à Memphis, puis transféré à Alexandrie. Des sources antiques, comme Strabon ou Diodore, affirment que la tombe devint un lieu de pèlerinage. Jules César, Auguste, Caligula, tous auraient vu le sarcophage. Mais au fil du temps, silence. La tombe disparaît. Était-elle détruite par les tremblements de terre qui secouèrent la ville, ou cachée par des prêtres craignant les pillages? Depuis, chercheurs et aventuriers la traquent sans relâche. Certains pensent qu'elle repose sous les fondations modernes d'Alexandrie. D'autres croient qu'elle fut déplacée au désert de Siwa, où Alexandre fut proclamé fils d'Amon. D'autres encore murmurent qu'elle n'a jamais été en Égypte et que tout n'était qu'un stratagème politique. Le plus troublant est que, malgré des siècles de fouilles, aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée. Alors la question demeure. Le conquérant du monde repose-t-il encore quelque part, sous nos pieds, attendant d'être découvert, ou bien son corps a-t-il disparu à jamais, avalé par les ténèbres de l'histoire? Chapitre 2. La bibliothèque d'Alexandrie. Sous les mêmes cieux brûlants, un autre mystère hante les mémoires, la grande bibliothèque d'Alexandrie. Imaginez un lieu où le savoir du monde entier aurait été rassemblé. Des centaines de milliers de rouleaux de papyrus, contenant peut-être des secrets de civilisations perdues, des sciences oubliées, des chroniques d'époques disparues. Fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, elle aurait abrité jusqu'à 700 000 textes. Certains disent que des écrits venus de l'Inde, de Babylone, de la Grèce et même de contrées encore inconnues y reposaient. Mais voilà le drame, elle fut détruite. Par qui? Quand? Les versions divergent. Certains accusent Jules César lors de l'incendie d'Alexandrie en 48 avenue Jésus-Christ. D'autres affirment que ce fut au IIIe siècle, sous Aurélien. D'autres encore pensent qu'elle fut consumée plus tard, lors des invasions arabes. Peut-être fut-elle détruite plusieurs fois, morceau par morceau, jusqu'à disparaître totalement. Mais la question la plus glaçante est, qu'avons-nous perdu avec elle? Des cartes du monde inconnu? Des traités scientifiques en avance de 1000 ans? Ou même des récits d'Atlantide, de civilisations disparues, qui auraient bouleversé notre compréhension de l'histoire? Ce n'est pas seulement une bibliothèque qui s'est éteinte, mais peut-être la mémoire oubliée de l'humanité entière. Chapitre 3. Les pierres impossibles de Baalbek. Au Liban, à Baalbek, s'élève un site antique qui défie l'imagination. Là, parmi les colonnes romaines, se trouvent des pierres si gigantesques que leur existence semble impossible. Le Triliton, 3 blocs de pierre pesant chacun plus de 800 tonnes, parfaitement taillés et assemblés il y a des milliers d'années. Même avec nos machines modernes, déplacer de tels blocs serait une prouesse. Alors comment des bâtisseurs antiques y sont-ils parvenus? Les Romains eux-mêmes, pourtant maîtres de l'ingénierie, ont construit autour de ces pierres, comme s'ils héritaient d'un passé encore plus ancien. Certains archéologues affirment que des rampes et une force colossale d'ouvriers suffisaient. Mais d'autres pensent à une technologie perdue, une connaissance oubliée, voire l'intervention de forces mystérieuses. Car ce qui est troublant, ce n'est pas seulement le poids des pierres, mais leur précision. Elles sont parfaitement alignées, comme si elles avaient été posées avec une main surhumaine. Alors, Baalbek est-il un vestige d'une civilisation inconnue, ou la preuve que l'histoire que l'on nous enseigne n'est qu'un fragment de la vérité? Chapitre 4. Les manuscrits de la mer morte. En 1947, près de Qumran, des Bédouins tombent sur des jarres anciennes, cachées dans des grottes. À l'intérieur, des centaines de manuscrits vieux de plus de 2000 ans. Les fameux manuscrits de la mer morte. Ils contiennent des textes bibliques, mais aussi des écrits apocryphes, des visions mystérieuses, des règles de communautés inconnues. Certains évoquent des anges, des batailles cosmiques, des secrets spirituels. Mais ce qui glace le plus, ce sont les fragments encore non déchiffrés. Des rouleaux illisibles, brûlés, fragmentés, qui pourraient contenir des révélations explosives. Qui les a écrits? Une secte juive? Des prophètes oubliés? Ou des témoins d'événements dont nous n'avons jamais eu connaissance? L'Église,
Les gouvernements et les chercheurs ont longtemps gardé certains textes sous clé. Pourquoi? Qu'y avait-il de si dérangeant dans ces mots antiques pour les cacher au monde entier? Le silence, parfois, en dit plus que les révélations. Chapitre 5. L'armée disparue de Cambyse II. Nous sommes en 525 avenue Jésus-Christ. Cambyse II, roi de Perse, envoie une armée de 50 000 hommes à travers le désert égyptien, en direction de l'oasis de Siwa. Ils n'arriveront jamais. Selon Hérodote, une tempête de sable colossale les aurait engloutis, ensevelissant soldats, chevaux et armes sous une mer de dunes. Mais en 2500 ans, aucune trace définitive n'a été retrouvée. Ont-ils vraiment été victimes du désert? Ont-ils été attaqués par surprise et massacrés, leur corps caché? Ou bien furent-ils engloutis par un phénomène encore inconnu? En 2009, 2 archéologues italiens affirment avoir trouvé des ossements et des armes dans le désert. Mais les preuves restent fragiles. Aujourd'hui encore, l'armée de Cambyse est l'un des plus grands fantômes de l'histoire. Chapitre 6. Les statues qui saignent et les miracles interdits. À travers l'histoire, des témoins racontent d'avoir vu des statues religieuses pleurer du sang, bouger ou chuchoter. Fraude, hallucinations collectives ou phénomènes qui échappent à nos lois physiques. Dans des églises d'Italie, des villages d'Amérique latine ou des monastères perdus, ces miracles divisent. Certains croient que ce sont des signes divins. D'autres y voient l'empreinte du mal. Le Vatican enquête, souvent en silence. Mais que penser lorsque des scientifiques eux-mêmes admettent ne pas avoir trouvé d'explication rationnelle? Peut-être que derrière ces manifestations se cache une vérité que nous ne sommes pas encore prêts à entendre. Chapitre 7. Les civilisations disparues sans trace. Atlantide, Mu, Lemuria, noms qui résonnent comme des échos d'un passé oublié. Des continents entiers qui, selon certains récits, auraient sombré dans l'océan, emportant avec eux leur savoir et leur peuple. Mythe? Probablement. Mais alors, comment expliquer les cartes anciennes, comme celle de Piri-Reis, qui montrent des côtes que nous n'avions pas encore découvertes? Comment expliquer des constructions mégalithiques isolées, partout dans le monde, si similaires malgré la distance des peuples? Et si ces civilisations avaient réellement existé, laissant derrière elles des fragments éparpillés que nous ne savons pas encore relier? Chapitre 8. Le mystère de Göbekli Tepe. En Turquie, au sommet d'une colline, un site découvert en 1994 bouleverse toutes nos certitudes, Göbekli Tepe. Des temples vieux de plus de 11 000 ans, des pierres taillées, des symboles mystérieux, des colonnes massives alignées avec une précision incroyable. Ce site est plus ancien que Stonehenge, plus ancien que les pyramides d'Égypte. Et pourtant, selon notre vision classique de l'histoire, l'humanité à cette époque n'était censée être que de simples chasseurs-cueilleurs. Alors, qui a construit Göbekli Tepe? Comment ont-ils réussi un tel exploit sans outils avancés, sans écriture, sans métal? Le mystère reste entier. Peut-être que ce lieu est la preuve qu'une civilisation plus ancienne, plus développée que nous ne l'imaginons, a existé avant de disparaître. Chapitre 9. Le mystère des crânes de cristal. Dans plusieurs musées et collections privées à travers le monde, on trouve des objets qui défient toute logique. Les crânes de cristal. Sculptés dans du quartz pur, certains mesurent la taille exacte d'un crâne humain. Leur surface est polie avec une perfection qu'aucune technologie connue des peuples précolombiens n'aurait pu atteindre. Découvert au XIXe et XXe siècle, la légende raconte qu'il appartiendrait à une civilisation disparue, peut-être les Mayas, peut-être même à une race antédiluvienne. Certains affirment qu'ils possèdent des pouvoirs mystérieux, guérison, vision, voire communication avec d'autres dimensions. Les scientifiques, eux, parlent de faux fabriqués au XIXe siècle. Mais alors, comment expliquer les légendes anciennes qui décrivent ces crânes bien avant leur découverte? Comment expliquer la précision microscopique, impossible à reproduire même avec des outils modernes, sans laisser de traces visibles? Mythe ou réalité, les crânes de cristal continuent de faire frissonner ceux qui les contemplent. Sont-ils de simples curiosités ou les reliques d'une humanité oubliée? Chapitre 10. Les lignes de Nazca. Au cœur du désert péruvien, des dessins colossaux tracés dans le sol s'étendent sur des kilomètres. Les lignes de Nazca. Des figures de singes, d'oiseaux, de poissons et même d'êtres étranges, visibles uniquement depuis le ciel. Mais qui les a créés? Et pourquoi? Les Nazca, un peuple précolombien, aurait tracé ces géoglyphes il y a plus de 1500 ans. Mais à quoi servaient-ils? Des calendriers astronomiques? Des messages aux dieux? Ou bien
comme certains le suggèrent, des signaux destinés à des visiteurs venus du ciel, le mystère s'épaissit quand on remarque que certaines lignes s'alignent parfaitement avec des constellations ou des points solaires précis. Était-ce un observatoire géant, un rituel sacré, ou une œuvre conçue pour être vue uniquement par ceux qui volaient au-dessus du désert? Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu donner une réponse définitive. Les lignes de Nazca demeurent l'un des plus grands mystères visuels de l'humanité. Chapitre 11. Les statues de l'île de Pâques. Dans l'immensité du Pacifique Sud, l'île de Pâques, ou Rapa Nui, abrite des géants de pierre, les Moai. Sculptés par les habitants il y a plus de 500 ans, ces statues colossales mesurent parfois plus de 10 mètres de haut et pèsent des dizaines de tonnes. Mais ce qui fascine le plus, ce n'est pas seulement leur taille, c'est leur mystère. Comment un peuple isolé, sans métal ni roue, a-t-il transporté et érigé ces géants de pierre? Certaines légendes locales parlent de mana, une énergie spirituelle qui aurait permis aux statues de marcher toutes seules. Les archéologues proposent des techniques de cordes et de balancement. Mais même aujourd'hui, répliquer leur transport reste un défi colossal. Et pourquoi les ont-ils sculptés? Des ancêtres protecteurs, des dieux figés dans le basalte, ou les témoins silencieux d'une civilisation qui s'effondra après avoir épuisé ses ressources? Les Moai restent les gardiens d'un passé qui nous échappe encore. Chapitre 12. Le manuscrit de Voynich. Dans une bibliothèque de Yale repose un livre unique au monde, le manuscrit de Voynich. Écrit au XVe siècle, il est rempli de dessins étranges, plantes inexistantes, symboles incompréhensibles, femmes baignées dans des liquides mystérieux. Le texte, lui, est rédigé dans une langue inconnue, jamais déchiffrée. Cryptographes, linguistes, amateurs et même la CIA ont tenté de percer son secret. En vain. Certains pensent qu'il s'agit d'un canular brillant. D'autres croient que c'est un savoir perdu, une langue codée volontairement. Et les plus audacieux murmurent qu'il pourrait s'agir d'un message venu d'ailleurs. Chaque page semble respirer un savoir interdit. Mais que contient-il réellement? Une encyclopédie oubliée? Un grimoire magique? Ou le témoignage d'un monde qui ne nous appartient pas? Le manuscrit de Voynich reste, encore aujourd'hui, le livre le plus mystérieux de l'histoire. Chapitre 13. Le secret de Stonehenge. En Angleterre, un cercle de pierres massives se dresse depuis plus de 4000 ans. Stonehenge. Personne ne sait vraiment qui l'a construit, ni pourquoi. Était-ce un temple solaire, un observatoire astronomique ou un lieu de rituel druidique? Les pierres, pesant jusqu'à 25 tonnes, ont été transportées sur des dizaines de kilomètres, certaines depuis le pays de Galles. Comment un peuple néolithique a-t-il accompli un tel exploit? Les alignements précis avec le solstice d'été et d'hiver suggèrent une fonction astronomique. Mais pour beaucoup, Stonehenge cache autre chose. Un lieu sacré où les hommes entraient en contact avec le divin, voire un vestige d'une civilisation disparue. Son mystère résiste au temps, comme si les pierres elles-mêmes refusaient de révéler leurs secrets. Chapitre 14. Les pyramides de Bosnie. En 2005, un archéologue amateur affirme avoir découvert, en Bosnie, la plus grande pyramide du monde, enfouie sous une colline. Selon lui, elle daterait de plus de 10 000 ans, bien avant les civilisations connues. La communauté scientifique reste sceptique, affirmant qu'il ne s'agit que d'une formation naturelle. Mais les fouilles ont révélé des structures régulières, des tunnels mystérieux et des pierres taillées qui semblent bien humaines. Si cette pyramide était authentique, elle réécrirait totalement l'histoire. Mais peut-être est-ce justement pour cela que son étude dérange. Chapitre 15. Le mécanisme d'Anticythère. En 1901, au large de la Grèce, des plongeurs découvrent une épave antique. Parmi les trésors, un objet de bronze corrodé attire l'attention, le mécanisme d'Anticythère. Après des décennies d'études, les scientifiques découvrent qu'il s'agit d'une machine incroyablement sophistiquée, un calculateur astronomique capable de prédire les éclipses et les mouvements des astres. Construit il y a plus de 2000 ans, il est souvent surnommé le premier ordinateur de l'histoire. Mais alors, comment une telle technologie a-t-elle pu exister si tôt? Était-ce un chef-d'œuvre isolé, perdu dans le temps, ou la preuve qu'un savoir beaucoup plus avancé circulait dans l'Antiquité? Chapitre 16. Le trésor perdu des Templiers. Au Moyen Âge, l'ordre des Templiers devint l'une des organisations les plus puissantes du monde chrétien. Richesses immenses, secrets spirituels, reliques sacrées. Mais en 1307, l'ordre est brutalement dissous par le roi de France Philippe IV.
Beaucoup de Templiers furent arrêtés, torturés, exécutés. Mais leurs trésors, jamais retrouvés. Certains disent qu'ils furent cachés dans des forteresses, d'autres qu'ils furent emportés jusqu'en Écosse ou même en Amérique. Et si le Saint Graal, l'Arche d'Alliance, ou d'autres reliques bibliques faisaient partie de ce butin disparu? Encore aujourd'hui, chasseurs de trésors et sociétés secrètes prétendent chercher la fortune perdue des Templiers. Peut-être repose-t-elle sous nos pieds, dans un lieu oublié depuis 7 siècles. Chapitre 17. Les villes englouties sous la mer. De l'Inde à la Méditerranée, les plongeurs découvrent parfois les vestiges de cités englouties. Temples, routes, statues, effacées par les eaux. Certaines sont connues, Pavlopétrie en Grèce, Dwarka en Inde. Mais d'autres restent des énigmes. Ces cités étaient-elles détruites par des tremblements de terre, des raz de marée ou un cataclysme global? Certains y voient la preuve des récits du déluge, présents dans tant de cultures. Chaque pierre sous-marine semble murmurer. Combien d'autres mondes perdus dorment encore sous les océans? Chapitre 18. Le code de Glosel. En 1924, en France, un jeune paysan découvre par hasard des tablettes gravées, des ossements et des poteries dans son champ. Baptisé le site de Glosel, il provoque un scandale. Les inscriptions semblaient appartenir à une écriture inconnue, mêlant symboles étranges et alphabets antiques. Était-ce un site préhistorique, une fraude ou un témoignage d'une civilisation oubliée en plein cœur de l'Europe? Les experts se déchirèrent pendant des décennies. Certains crièrent à la supercherie. D'autres affirmèrent qu'il s'agissait d'une découverte capitale. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Le code de Glosel est-il la clé d'une histoire européenne cachée? Chapitre 19. Les objets hors du temps, OOPR. À travers le monde, on retrouve parfois des objets impossibles. Un clou enfermé dans une roche vieille de millions d'années. Un mécanisme métallique dans une mine de charbon. Des représentations d'avions dans l'art précolombien. Ces découvertes, appelées OOPR, Out of Place Artifact, défient toutes les chronologies. S'agit-il de canulars, de malentendus, ou bien de preuves que l'histoire humaine est bien plus ancienne et complexe qu'on ne l'admet? Chaque OOPR est une étincelle qui met en doute ce que nous croyons savoir. Chapitre 20. Les fantômes de Pompéi. En 79 après Jésus-Christ, le Vésuve détruit Pompéi en quelques heures. La ville fut figée sous la cendre, préservée dans un silence éternel. Mais les visiteurs et les archéologues racontent parfois des choses troublantes. Des silhouettes dans les rues, des murmures dans les ruines, comme si les âmes des habitants n'avaient jamais quitté la cité. Est-ce l'imagination qui joue des tours dans un décor aussi tragique, ou les échos réels d'un drame figé dans le temps? Chapitre 21. L'énigme de Göbekli Tepe. Au sud-est de la Turquie, sous une colline paisible, se cache ce que certains appellent le premier temple de l'humanité, Göbekli Tepe. Découvert dans les années 1990, ce site vieux de plus de 12 000 ans a bouleversé tout ce que nous croyions savoir sur les origines de la civilisation. Des cercles de pierres monumentales, gravés de symboles d'animaux et de figures mystérieuses, ont été dressés par des hommes qui, selon la science officielle, n'étaient encore que de simples chasseurs-cueilleurs. Comment ces peuples sans agriculture, sans métallurgie, ont-ils pu ériger un tel sanctuaire? Et pourquoi l'ont-ils volontairement enterré, comme pour protéger son secret? Göbekli Tepe repousse l'histoire plusieurs millénaires en arrière. Était-ce un centre religieux, un observatoire astronomique, ou le vestige d'une civilisation bien plus ancienne dont nous avons perdu toute trace? Chapitre 22. Le mystère de l'Arche d'Alliance. Dans les textes bibliques, l'Arche d'Alliance est décrite comme un coffre sacré contenant les tables de la loi donnée à Moïse. Mais ce n'était pas un simple coffre. On disait qu'elle pouvait déclencher la mort de ceux qui la touchaient, renverser des murailles et émettre une énergie foudroyante. Où se trouve-t-elle aujourd'hui? Certains pensent qu'elle fut cachée à Jérusalem, sous le mont du Temple. D'autres affirment qu'elle fut transportée en Éthiopie, où une église prétend encore la garder, inaccessible au public. L'arche était-elle une arme divine, un artefact technologique oublié ou une métaphore religieuse? Le mystère demeure, et son aura continue de hanter les chercheurs de reliques à travers les siècles. Chapitre 23. Les catacombes de Paris. Sous la capitale française s'étend un monde souterrain qui glace le sang, les catacombes de Paris. Des tunnels infinis, tapissés de millions d'ossements. Crânes empilés, fémurs alignés, silence oppressant. Si leur origine officielle remonte au XVIIIe siècle, lorsque les cimetières furent vidés,
certains affirment que les catacombes cachent bien plus. Passages interdits, inscriptions étranges, salles secrètes. Des explorateurs racontent y avoir entendu des voix, vu des ombres ou ressenti une présence glaciale. Là où les vivants ne s'aventurent que rarement, les morts semblent encore régner. Et peut-être qu'entre ces murs d'ossements se cache un secret oublié de l'histoire de France. Chapitre 24. Les tablettes sumériennes et les dieux Anunnaki. Dans les ruines de Mésopotamie, berceau de la civilisation, on a découvert des milliers de tablettes sumériennes. Elles décrivent avec précision l'organisation de la société, mais aussi quelque chose d'encore plus troublant. Les Anunnaki, des dieux venus du ciel. Selon ces récits, ces êtres auraient enseigné l'agriculture, l'astronomie et la métallurgie aux premiers humains. Certains chercheurs voient dans ces textes les mythes fondateurs de nos religions. Mais d'autres y lisent le témoignage d'une rencontre avec des visiteurs d'un autre monde. Les Sumériens étaient-ils simplement de brillants conteurs de mythes, ou bien avaient-ils vraiment un contact avec une civilisation étrangère? Chapitre 25. Le fantôme du vol MH370. En 2014, un avion de la Malaysia Airlines, le vol MH370, disparaît avec 239 personnes à bord. Aucun signal de détresse, aucune explication claire. Malgré des recherches colossales, l'appareil reste introuvable, à l'exception de quelques débris retrouvés sur les côtes de l'océan Indien. Qu'est-il arrivé à ce vol? Un accident technique? Un détournement? Ou quelque chose de plus sombre? Le mystère alimente toutes les théories. Espionnage, disparition volontaire, enlèvement. Certains vont jusqu'à évoquer des phénomènes inexpliqués. Plus de 10 ans après, le vol MH370 reste l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Chapitre 26. Le secret des Mayas et la fin du monde. En 2012, le monde entier a retenu son souffle à cause d'une prophétie attribuée aux Mayas, la fin du monde. Selon certains, leur calendrier annonçait la destruction de la Terre. Bien sûr, rien ne s'est produit. Mais cette peur mondiale rappelle à quel point les Mayas fascinent encore. Comment ont-ils pu développer une science astronomique aussi avancée? Comment ont-ils prévu des éclipses, des cycles planétaires avec une précision presque moderne? Et pourquoi leur civilisation s'est-elle effondrée si brutalement? Les Mayas étaient-ils simplement des observateurs brillants, ou avaient-ils accès à un savoir que nous avons oublié? Chapitre 27. Les mystères du mont Shasta. Aux États-Unis, le mont Shasta, volcan majestueux de Californie, est entouré de légendes. Les tribus locales racontent qu'il abrite des esprits puissants. Mais d'autres croient qu'il cache quelque chose d'encore plus incroyable, une civilisation souterraine. Des témoignages parlent de rencontres avec des êtres étranges, de tunnels menant à des cités lumineuses. Certains affirment que les survivants de l'Atlantide ou d'une autre civilisation disparue y vivraient encore. Lieux sacrés, vortex énergétique ou simple montagne. Le mont Shasta continue de nourrir des récits qui brouillent la frontière entre mythe et réalité. Chapitre 28. Les oracles de Delphes. Dans la Grèce antique, le sanctuaire de Delphes était considéré comme le centre du monde. Là, la Pythie, prêtresse d'Apollon, entrait en transe et prophétisait l'avenir. Mais comment expliquer ces visions? Certains pensent qu'elle inhalait des gaz volcaniques qui provoquaient des états hallucinatoires. D'autres croient qu'il s'agissait d'une véritable connexion spirituelle, un contact avec des forces invisibles. Quoi qu'il en soit, rois et guerriers traversaient des continents entiers pour écouter ces paroles. Et souvent, ces prophéties décidaient du destin des empires. Était-ce une supercherie bien orchestrée ou une passerelle vers l'inexplicable? Chapitre 29. Les momies hurlantes. Dans certains tombeaux d'Égypte, on a retrouvé des momies dont le visage semble figé dans un cri d'horreur. Bouche ouverte, très crispées, comme si elles avaient été enterrées vivantes ou victimes d'une malédiction. Les archéologues expliquent cela par des processus de momification ratée. Mais pour d'autres, ces corps témoignent de quelque chose de plus sombre. Sacrifice, exécution secrète ou malédiction réelle. Que cachent vraiment ces visages hurlants, figés pour l'éternité? Chapitre 30. Les portes de l'enfer au Turkménistan. En plein désert du Karakoum, au Turkménistan, brûle depuis plus de 50 ans un cratère gigantesque surnommé la porte de l'enfer. En 1971, des géologues soviétiques auraient foré accidentellement une poche de gaz. Pour éviter une explosion, ils mirent le feu et celui-ci ne s'est jamais éteint. La nuit, les flammes illuminent le désert comme un paysage apocalyptique.
Certains y voient un simple accident scientifique, mais d'autres le perçoivent comme un symbole, une plaie ouverte de la Terre, un rappel que l'homme ne contrôle pas toujours ce qu'il libère. Le manuscrit de Voynich, le livre que personne ne peut lire. Imaginez un livre ancien, jauni par le temps, couvert d'une écriture fluide, élégante, mais absolument illisible. Un texte que personne, ni les plus grands érudits de la Renaissance, ni les cryptographes modernes, ni les ordinateurs de la NASA, n'a jamais pu déchiffrer. C'est cela, le manuscrit de Voynich, l'un des plus grands mystères de l'histoire, un livre qui semble avoir été écrit pour défier l'humanité tout entière. Découvert en 1912 par le libraire polonais Wilfried Voynich dans une vieille malle poussiéreuse d'un monastère italien, ce manuscrit compte plus de 240 pages remplies d'illustrations étranges. Des plantes qui n'existent pas sur Terre. Des diagrammes astronomiques qui ne correspondent à aucun ciel connu. Des femmes nues baignées dans des bassins reliés par des tubes mystérieux. Et surtout, un texte codé dans une langue inexistante, avec un alphabet que personne n'avait jamais vu auparavant. Dès son apparition, le manuscrit a fasciné et obsédé les chercheurs. On l'a attribué à des moines alchimistes, à des sorcières, à Léonard de Vinci enfant, ou même à des extraterrestres. Certains pensaient qu'il contenait la formule de l'immortalité, d'autres qu'il s'agissait d'un guide secret de botanique sacrée, ou encore d'un code ésotérique destiné à une société secrète oubliée. Les cryptographes de la Première Guerre mondiale, habitués à casser les codes ennemis, échouèrent à percer son langage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les meilleurs décrypteurs américains tentèrent également leur chance, sans résultat. Même l'intelligence artificielle moderne a échoué. Aucune logique, aucune correspondance claire avec une langue connue. Mais ce n'est pas tout. Le manuscrit semble posséder une cohérence interne. Les mots ne sont pas du charabia pur, ils suivent des règles, comme une véritable langue. Pourtant, elle est inconnue, comme si un peuple oublié ou venu d'ailleurs l'avait créée. Certaines théories affirment qu'il s'agit d'un canular génial inventé au Moyen Âge pour tromper un riche collectionneur. Mais si c'était un canular, pourquoi tant de précision? Pourquoi des centaines de pages remplies de détails impossibles à improviser? D'autres chercheurs affirment que le livre cache des connaissances perdues, peut-être venues d'une civilisation disparue comme l'Atlantide, ou des savoirs transmis par des êtres venus des étoiles. Les illustrations renforcent ce malaise. Les plantes dessinées semblent presque familières, comme si elles étaient des versions déformées de plantes terrestres. Les constellations, elles, paraissent refléter un ciel que personne n'a jamais vu. Et ces femmes, représentées dans des bains reliés par des canons. Était-ce une métaphore alchimique, une carte anatomique, ou bien un savoir médicinal qui n'a jamais atteint notre ère? Le manuscrit de Voynich n'a jamais cessé d'envoûter. Des centaines de chercheurs ont consacré leur vie entière à tenter de le comprendre, mais tous ont échoué. Aujourd'hui encore, il repose dans la bibliothèque Benek de l'université de Yale, conservé comme une relique sacrée, protégé de la lumière, scruté par des experts, mais toujours silencieux. Un silence pesant, comme si ce livre attendait que l'humanité atteigne enfin un niveau suffisant pour en comprendre le message. Peut-être est-il un avertissement, peut-être une clé vers un savoir interdit, ou peut-être une porte vers un autre monde. Et ainsi, le manuscrit de Voynich continue de défier le temps, l'esprit humain et la logique, comme une voix venue des profondeurs de l'histoire qui murmure. Tu n'es pas encore prêt à savoir la vérité. Les lignes de Nazca, messages géants gravés dans la terre. Au cœur du désert péruvien, là où la chaleur écrase le sol et où le vent semble porter des échos d'un passé oublié, s'étend un paysage étrange, presque irréel. Sur une plaine aride, dépourvue de végétation, des formes colossales apparaissent, les lignes de Nazca. Elles sont là depuis plus de 1500 ans, tracées par une civilisation qui n'avait ni machine moderne, ni avion, ni satellite. Et pourtant, leurs œuvres ne peuvent être comprises que vues du ciel. Immensément longues, certaines de ces lignes atteignent plusieurs kilomètres. Elles forment des trapèzes, des spirales, des flèches, mais aussi des figures animales. Un singe à la queue enroulée, une araignée parfaite, un colibri délicat, une baleine, un condor aux ailes déployées. Des œuvres gigantesques, gravées dans la terre sèche comme si les dieux eux-mêmes avaient voulu marquer leur territoire. Mais la question qui glace le sang est simple. Comment un peuple ancien, sans technologie aérienne, a-t-il pu dessiner avec une telle précision des formes visibles uniquement depuis le ciel? Imaginez un artiste qui peint un tableau,
sans jamais pouvoir le regarder dans son ensemble. C'est ce qu'auraient dû faire les Nazca, et pourtant, aucune erreur n'apparaît. Les proportions sont parfaites, les lignes droites s'étendent sur des kilomètres sans déviation. Découverte en 1927 par l'archéologue Toribio Mejia Cesp, puis étudiée en profondeur par la chercheuse allemande Maria Resch, les lignes de Nazca ont rapidement été classées parmi les plus grands mystères archéologiques du monde. Certains scientifiques pensent qu'il s'agissait de calendriers astronomiques alignés avec les solstices et les étoiles. Les Nazca auraient utilisé ces géoglyphes pour prévoir les pluies, essentielles dans ce désert aride. Mais d'autres hypothèses sont plus troublantes. Et si ces lignes n'étaient pas destinées aux hommes, mais aux dieux du ciel? De nombreux chercheurs alternatifs affirment que les géoglyphes de Nazca sont des pistes d'atterrissage pour des visiteurs venus d'ailleurs. Après tout, pourquoi dessiner des figures gigantesques impossibles à voir depuis le sol? Pour qui étaient-elles visibles, sinon pour ceux qui regardaient depuis les hauteurs? Certains indices renforcent ce mystère. Les Nazca connaissaient l'art de la poterie, de la tissage et de l'agriculture, mais rien ne prouve qu'ils aient eu les connaissances mathématiques et géométriques nécessaires pour réaliser de telles œuvres à si grande échelle. Pourtant, ils l'ont fait, avec une précision qui défie la logique. Et puis, il y a l'atmosphère du lieu. Quiconque se rend sur les plaines de Nazca ressent une impression étrange, comme si la terre elle-même murmurait une histoire oubliée. Le silence du désert est oppressant, les lignes s'étendent à perte de vue, et chaque symbole semble chargé d'une énergie invisible. Des expériences ont été menées pour comprendre leur fonction. Certains chercheurs pensent que les Nazca parcouraient ces lignes en marchant, lors de rituels religieux. Les géoglyphes auraient alors servi de lieu sacré, une manière de dialoguer avec les dieux, en traçant dans le sol des prières gigantesques visibles du ciel. Mais pourquoi ces formes animales? Pourquoi un singe, une araignée, un colibri? Était-ce un langage symbolique, un alphabet géant que nous n'avons pas encore appris à lire? Ou bien une carte? Certains affirment que les lignes correspondent à des constellations, que chaque figure est un reflet terrestre d'une étoile ou d'un groupe d'étoiles. Une sorte de miroir entre le ciel et la terre. Elles sont plus qu'un dessin, plus qu'un rite, plus qu'un monument. Elles sont un murmure gravé dans la terre, une énigme à l'échelle planétaire, un message venu d'un autre âge qui semble nous dire « Vous n'êtes pas seul et vous ne l'avez jamais été ». La malédiction de Toutankhamon, le tombeau qui tue. En novembre 1922, dans la vallée des rois, sous un soleil brûlant et une terre desséchée, un homme penché dans une tranchée étroite découvrit une marche de pierre. Cet homme, c'était Howard Carter, archéologue britannique au bord du désespoir. Depuis des années, il fouillait en vain, et son mécène, Lord Carnarvon, commençait à perdre patience. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Sous la poussière, une porte scellée apparut. Et derrière cette porte, le plus grand mystère archéologique du XXe siècle. Carter et son équipe venaient de découvrir la tombe de Toutankhamon, le jeune pharaon mort à seulement 18 ans, dont l'existence même avait presque été effacée de l'histoire. Contrairement aux autres tombes royales déjà pillées depuis l'Antiquité, celle-ci était intacte. Les trésors s'y accumulaient, statues d'or, chars, bijoux, armes, amulettes, et bien sûr, le légendaire masque funéraire en or massif du jeune roi. Mais cette découverte allait déclencher une rumeur glaciale, une rumeur qui allait faire trembler l'Europe et le monde entier, la malédiction du pharaon. Quelques semaines après l'ouverture de la tombe, Lord Carnarvon, le mécène de Carter, mourut subitement au Caire. Une infection banale provoquée par une piqûre de moustique devint foudroyante. On raconte qu'au moment précis de sa mort, toutes les lumières de la ville s'éteignirent. Les journaux se déchaînèrent. Pour eux, c'était clair, ceux qui troublaient le repos du roi maudit étaient condamnés. Et ce n'était que le début. Peu après, d'autres membres de l'expédition moururent dans des circonstances mystérieuses. Sir Archibald Douglas Reed, radiologue ayant examiné la momie, succomba brusquement à une maladie inconnue. George J. Gould, milliardaire américain qui avait visité la tombe, tomba malade le lendemain et mourut peu après. Arthur Maas, un autre collaborateur de Carter, fut emporté par un mal étrange. En tout, plus de 20 décès furent attribués à la malédiction, chacun entouré d'un halo de mystère. La presse populaire amplifia la légende. On inventa des inscriptions retrouvées dans la tombe, telles que « La mort viendra sur des ailes rapides à celui qui troublera le repos du pharaon ». Aucune preuve ne confirma jamais cette phrase, mais l'imaginaire collectif s'en empara.
Mais la malédiction est-elle réelle? Les scientifiques avancent une autre hypothèse. L'air confiné de la tombe, scellé pendant plus de 3000 ans, aurait pu contenir des bactéries ou des spores mortelles, provoquant des infections fulgurantes. D'autres pensent que le stress, la fatigue et la peur auraient joué un rôle majeur dans ces morts précipitées. Pourtant, un détail frappe. Howard Carter, celui qui ouvrit la tombe et toucha la momie du pharaon, vécut jusqu'à 64 ans, sans jamais être affecté par la supposée malédiction. Alors, simple hasard, coïncidence amplifiée par la presse, ou bien véritable force invisible, gardienne du sommeil éternel du jeune roi? Ce qui rend ce mystère encore plus troublant, c'est le destin de Toutankhamon lui-même. Monté sur le trône enfant, mort à 18 ans dans des circonstances obscures, son corps présente des fractures, des brûlures mystérieuses sur les os et une malformation du pied. Était-il un roi malade, faible et sacrifié par ses ennemis? Ou bien victime d'un complot sanglant à la cour d'Amarna? Son nom avait été presque effacé par ses successeurs, ses monuments détruits, comme si l'on avait voulu effacer toute trace de son règne. Et pourtant, 3000 ans plus tard, c'est lui qui revient hanter notre mémoire, plus célèbre que Ramsès, plus fascinant qu'Akhenaton. La tombe de Toutankhamon est devenue un symbole. Symbole de la grandeur égyptienne, mais aussi d'une vérité plus sombre. Certains secrets ne veulent pas être réveillés. Les dieux de l'Égypte ancienne veillent encore, peut-être, sur le sommeil des pharaons. Et lorsque nous contemplons aujourd'hui le masque doré de Toutankhamon, exposé derrière une vitre au musée du Caire, il nous fixe de ses yeux de quartz et d'obsidienne. Son regard semble traverser le temps, nous poser une question silencieuse. Étiez-vous prêt à réveiller les morts? Le manuscrit de Voynich, le livre que personne ne peut lire. Dans une salle feutrée de la bibliothèque de Yale, à l'abri de la lumière directe, repose un volume étrange, couvert de cuir, jauni par les siècles. Son nom, le manuscrit de Voynich. Un livre qui défie les érudits depuis plus de 600 ans, un texte que personne n'a jamais réussi à lire. Découvert officiellement en 1912 par l'antiquaire polonais Wilfried Voynich, ce manuscrit n'a pourtant rien d'un livre ordinaire. Ses pages, plus de 200, sont couvertes d'une écriture inconnue, un alphabet que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Des lettres fines, élégantes, tracées avec soin, mais qui ne ressemblent à aucun système connu. Ni latin, ni grec, ni arabe. Aucun linguiste, aucun cryptographe, aucun ordinateur moderne n'a réussi à briser son code. Et ce n'est pas tout. Le livre est rempli d'illustrations. Des dessins qui troublent encore plus que le texte. On y voit des plantes aux formes impossibles, comme sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Certaines semblent proches d'espèces réelles, d'autres n'existent dans aucune classification botanique. Plus étrange encore, des femmes nues, plongées dans des bains d'eau verte, reliées par des conduits en forme de tuyaux. Comme si un savoir médical ou alchimique était caché dans ces images. Et enfin, des cartes célestes, des constellations inconnues, des cercles étranges qui rappellent les mouvements des planètes. Mais qui a écrit ce livre? Et pourquoi? Les analyses au carbone 14 datent le parchemin du début du XVe siècle, quelque part entre 1404 et 1438. Mais l'identité de son auteur reste un mystère. Certains y voient l'œuvre d'un génie isolé, d'autres celle d'une société secrète. On a même soupçonné des imposteurs, créant un faux destiné à tromper les riches collectionneurs. Mais si ce n'était qu'une fraude, pourquoi l'écriture obéirait-elle à des structures linguistiques complexes que l'on retrouve dans les langues humaines? Au fil des siècles, le manuscrit a voyagé de main en main. On sait qu'il a appartenu à l'empereur Rodolphe II du Saint-Empire romain germanique, grand amateur d'occultisme qui croyait qu'il s'agissait d'un texte magique. On retrouve aussi la trace du livre dans les archives de jésuites, avant qu'il ne disparaisse pour réapparaître au XXe siècle dans la collection de Voynich. Les hypothèses abondent. Certains pensent qu'il s'agit d'un traité médical écrit dans une langue inventée pour protéger un savoir interdit. D'autres imaginent une connexion avec les alchimistes médiévaux qui cherchaient l'élixir de vie et la transmutation des métaux. Des ufologues y voient même un message venu d'ailleurs, laissé par des voyageurs des étoiles. Les cryptologues modernes, y compris ceux de la NSA et des programmes d'intelligence artificielle, se sont penchés sur le manuscrit. Les machines détectent des régularités, comme si c'était bien une langue authentique et non un simple code inventé. Mais aucun dictionnaire, aucune clé ne permet de comprendre son sens. Et alors la question demeure. Pourquoi un homme ou un groupe aurait-il consacré tant d'efforts à écrire un livre illisible?
Était-ce pour dissimuler un savoir dangereux? Pour protéger une vérité qui ne devait pas tomber entre de mauvaises mains? Aujourd'hui encore, des chercheurs passent leur vie à tenter de résoudre l'énigme. Chaque année, de nouvelles théories apparaissent. Une langue disparue, un code mathématique, une langue construite comme l'espéranto médiéval. Mais le manuscrit se défend. Il résiste. Lorsque l'on contemple ces pages jaunies, ces dessins étranges, ces lettres dansantes, on ressent une impression unique, celle d'un secret qui nous observe à travers le temps, comme si le livre lui-même choisissait de rester muet. Le manuscrit de Voynich ne se contente pas d'être un puzzle non résolu. Il est devenu un miroir de notre soif de savoir, de notre peur de l'inconnu, et peut-être de notre incapacité à accepter que certaines choses ne nous sont pas destinées. Car au fond, peut-être que ce livre n'a pas été écrit pour nous.